De longues lianes ne suffisent pas pour construire une case, il en faut de même des courtes pour faire les angles. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce samedi 22 mars de l'an de grâce 2014 pour une nouvelle édition de Grande Tribune. Nous sommes allés dans les kiosques et vos mentions de journaux pour avoir le meilleur de l'information traitée par nos confrères de la presse écrite africaine, mais surtout du monde entier. Analyser, décrypter l'information, c'est notre devoir de tous les jours, mais surtout dans la Grande Tribune. Nous allons accueillir nos confrères de la presse écrite africaine qui nous appelleront bien sûr au téléphone pour m'accompagner dans cet exercice. Raoul Pépin Benabena. Bonjour Raoul. Bonjour Steve Jocelyn Gos, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent déjà de plus en plus. Je vous rappelle que nous sommes effectivement ce samedi 22 mars 2014. C'est une autre édition qui certainement n'accouchera pas d'une souris. Vous le savez déjà, mesdames, messieurs, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Vous savez très bien, la connaissance, seul pouvoir, et surtout Afrique Média, notre devoir, c'est de vous informer 24 heures sur 24, et surtout avec nos confrères qui seront en ligne tout à l'heure, vous aurez le meilleur de l'information. Tout de suite et maintenant, la première partie. Puisque nous sommes sur le continent noir, commençons déjà par l'Algérie avec le quotidien El Watan. El Watan qui signifie la nation. Le front du boycott autorisé à tenir son meeting à la salle Archa le 21 mars, c'est-à-dire hier. C'est ce que nous disait El Watan dans sa parution. Le rassemblement des partis et des personnalités politiques qui appellent au boycott de la présidentielle du 17 avril prochain entend lever le ton dans le but de contraindre le président Abdelaziz Bouteflika à retirer sa candidature. C'est une autre marche qu'il faut répéter en Algérie parce qu'on en a eu plusieurs. Il y a eu la marche des étudiants, des journalistes, on a eu la marche de quelques leaders de partis d'opposition, mais celle d'hier était une marche véritable parce que là, elle réunissait des partis, des leaders de partis politiques, des leaders d'opinion et même certains qui ne font ni de la politique ni d'autres choses, mais ils sont venus quand même marquer d'un sceau pour porter leur voix et demander à M. Bouteflika de ne pas se représenter pour un 4e mandat parce que depuis que sa candidature a été annoncée officiellement, l'Algérie bouffe pratiquement tous les jours. On a vu également jeudi dernier l'ex-président algérien, donc M. Abdelaziz Bouteflika, remplacé en 1999, venir quand même au créneau pour lui dire « Mon frère, il est l'heure de prendre la peau des escampettes ». En réalité, sa sortie qui marque pratiquement un terme à sa mise en réserve, parce que voyez-vous, pour avoir été quand même chef d'État en Algérie, il demandait d'observer un temps de réserve et il est donc sorti de cette réserve pour dire qu'il en avait assez pour cette situation qui prévaut en ce moment en Algérie. Il fallait que le président Bouteflika écoute la voix du peuple qui lui demande de ne pas revenir pour un 4e mandat. Mais on attend voir, puisque la Constitution le lui autorise, Bouteflika se sentant encore pratiquement à 17 ans, bien en forme, à 77 ans, bien en forme, on a comme impression que l'Algérie nous promet de très belles choses la prochaine fois. Et puisqu'on parle bien sûr d'Abdelaziz Bouteflika, Raoul Pépin Benabena, soyons quand même positifs, soyons également des personnes rationnelles. Abdelaziz Bouteflika, la constitution de son pays lui donne quand même le droit de se représenter. Tout à fait. Voilà pourquoi on ne parle pas d'une modification de la constitution. Les Algériens ne se plaignent pas du fait que la constitution a été modifiée. C'est la personne, l'état de santé de la personne qui est problématique. Et si Bouteflika se portait bien, je suis sûr que beaucoup d'Algériens devraient encore lui porter une nouvelle confiance. On se rappelle également qu'en 2009, la Constitution avait été quand même retouchée pour permettre en tout cas à M. Abdelaziz Bouteflika de revenir au pouvoir. C'est justement pourquoi nos confrères de El Watan nous disaient en tout cas, nous parlaient du front, du boycott autorisé à tenir son meeting à la salle Archa. C'était hier, 21 mars, c'était bien sûr le vendredi, c'est ce que nous disaient nos confrères du quotidien El Watan qui signifie la nation. Le rassemblement des partis et des personnalités politiques qui appellent le boycott de la présidentielle du 17 avril prochain entend lever le ton dans le but de contraindre le président Bouteflika à retirer sa candidature. En fait, selon nos confrères, tant que M. Abdelaziz Bouteflika est encore au pouvoir, ils vont toujours continuer à descendre dans les rues.
En réalité, c'est ce qu'on a comme impression qu'on peut lire, mais n'oubliez pas qu'en politique, tout est possible. Du jour au lendemain, on peut avoir des alliances qui peuvent permettre à l'Algérie de mener une transition pacifique. En tout cas, c'était une information à lire au cours de cette semaine, précisément dans la journée de vendredi, dans les colonnes du quotidien algérien El Watan et Kila Africa. Nous continuons également avec ce journal. Non, passons déjà par la presse de Tunisie qui nous parlait des élections. Sont-elles déjà compromises? S'interrogeait déjà la presse de Tunisie qui dressait en tout cas le constat selon lequel la commission parlementaire de législation générale concocterait une loi électorale taillée sur mesure du côté de la Tunisie. Tout à fait. On n'en finira pas avec cette question des élections en Tunisie. Voyez-vous, en ce moment, il y a des tractations qui sont en train d'être revues au niveau du code électoral qui devrait régir les prochaines élections en Tunisie. Voyez-vous, par exemple, il y a quelques notions qui sont entrées et qui ne trouvent pas l'approbation de tous les Tunisiens. Oui. Et encore moins de ceux de l'Assemblée nationale constituante qui est également aujourd'hui, qui fait office de parlement en ce moment en Tunisie. Alors, on dit par exemple qu'il y a une loi qui va permettre aux personnes analphabètes d'être accompagnées aux urnes. Au jour du vote. Ça veut dire qu'il doit avoir quelqu'un à côté de lui pour lui dire voici quel est le bulletin que tu vas utiliser. Alors, ça devient problématique. On voit là une histoire de corruption qui s'ouvre quand même à la lumière. Et il y a encore le fait que les candidats doivent rassembler un certain nombre de parraineurs. Ça veut dire qu'au sein de l'ANC, il vous faut 10 parraineurs. Au sein de ce qu'ils ont appelé les délégations spéciales, il vous faut environ 10 000 parraineurs. Et il vous faut rassembler 50 parraineurs. Et il vous faut rassembler 10 000 électeurs dans les 10 wilayas. Donc ça pose un problème sérieux. Et les candidatures indépendantes sont désormais out. Donc on n'en parlera plus jamais des candidatures indépendantes. Si jamais cette loi électorale est finalement adoptée. Qu'en est-il aujourd'hui de cette loi du côté de la Tunisie qui ne permet pas à tous les anciens caciques du pouvoir sous Ben Ali de ne plus revenir, en tout cas dans le gouvernement tunisien? Elle y demeure. Sauf qu'il y a également des tractations, il y a des négociations qui sont quand même également revues dans ce sens. Parce que de là, on a aussi vu deux sons dissonants qui pensent qu'on ne peut pas, parce que M. Ben Ali a commis quelques exactions, il faudra pratiquement condamner toute la classe politique qui a été au moment où il fut au pouvoir. Donc, on essaye de voir quels sont ceux qui ont de façon crédible mené leur mission et qui peuvent encore redonner quelque chose à la Tunisie. N'oubliez pas que la Tunisie, c'est cet État aujourd'hui qui n'est pas encore État, qui cherche à se reconstituer après cette révolution, ce printemps arabe qui a d'ailleurs pris le départ en Tunisie. En Tunisie, justement. Il faut le rappeler. Donc, la Tunisie cherche à se reconstituer, à se refaire. Il n'est donc pas question de mettre hors jeu ceux qui peuvent encore apporter quelque chose pour la nation tunisienne. Donc, il est question de revoir tout ça et de dire, bon, écoutons, c'est le meilleur qui doit gagner dans cette affaire. En tout cas, n'oublions pas également que la constitution, la nouvelle constitution tunisienne qui a été votée il y a quelques semaines aujourd'hui, a été applaudie par le monde entier et surtout acclamée par ceux qui se disent en tout cas les grands démocrates du monde entier. C'est une constitution qui a été appelée de révolutionnaire parce qu'elle a pris en compte les dames qui pratiquement vont à parité égale avec les hommes aujourd'hui. Donc la constitution tunisienne a également permis à l'Égypte de prendre également un cours là-bas parce que les Égyptiens sont allés presque dans ce même sens lorsque l'Égypte a accepté qu'il y ait également une parité d'égal avec les hommes. Vous voyez que la Tunisie a quand même ouvert une brèche au monde arabe qui doit réfléchir par deux fois pour désormais cogner un goudin sur la tête d'une dame. En tout cas, nous avons également compris que le président américain Barack Hussein Obama et surtout son secrétaire d'État, on le connaît déjà, John Kerry, ont applaudi en tout cas la constitution tunisienne. Il faut le dire, elle a été applaudie parce qu'aujourd'hui, elle révolutionne un peu le pays. Et il faut également dire que la presse de Tunisie nous parlait, s'interrogeait au cours de cette semaine, les élections sont-elles déjà compromises? S'interrogeaient déjà nos confrères qui dressaient le constat selon lequel la commission parlementaire de législation générale concocterait une loi électorale taillée sur mesure, comme vous le soulignez tout à l'heure, en disant tout simplement que lorsqu'on est analphabète, on sera accompagné en tout cas par une personne qui s'y connaît bien pour vous demander, pour vous aider à mettre le bulletin de vote, en tout cas le bon bulletin de vote. Le bulletin que lui, il aura choisi. Il aura choisi pour le vote. D'accord. Ça pose problème. Equila Africa, Turkish Airlines aurait livré des armes au Nigeria. Selon Equila Africa, il s'agit d'une révélation des écoutes téléphoniques. Ces armes, selon Equila Africa, seraient destinées aux groupes inconnus qui sont du côté du Nigeria, où le gouvernement s'attelle à mettre fin à la menace du groupe islamiste Boko Haram.
En réalité, ces armes qui sont aujourd'hui, en fait, qui paraît-il ont été livrées par Turkish Airlines. Turkish Airlines, semble être problématique aujourd'hui quand on sait quand même que le Nigeria est en proie aux exactions des groupes islamistes, Islamistes, du groupe islamiste Boko Haram. divers, dont Oui. on ne maîtrise ni les tenants ni Ni les les aboutissants. On ne sait même pas les méthodes de frappe. Voyez donc un avion qui part pratiquement de la Turquie et qui vient déposer les armes au Nigeria, une information qui a été relayée par un site et c'était sur écoute. Et je voudrais vous rappeler quand même que le Premier ministre turc, qui est aujourd'hui pris en mal avec ces affaires de corruption, Monsieur Recep Tayyip il Erdogan. voit encore un autre coup porté contre sa personne parce que M. Erdogan dit les armes ne sont jamais parties ni de la Turquie, ni des pays voisins, encore nulle part pour se diriger vers le Nigeria. Il estime que ça, c'est un autre coup qui a été monté pour déchoir sa personne parce que, voyez-vous, depuis un bon bout de temps, en Turquie, on cherche sa tête. Ah oui, depuis quelques mois aujourd'hui, les Turcs sont descendus dans les rues et descendent tous les jours dans les rues pour demander à M. Recep Tayyip Erdogan de donner la place à quelqu'un d'autre et surtout de libérer le plancher et d'y aller justement pourquoi aujourd'hui il dit qu'il n'est au courant, il n'est pas au courant en tout cas de cette situation, de cet avion de la Turkish Airlines. Mais il faut rappeler que ces déclarations sont quand même des membres de l'équipage qui ne peut pas inventer une information. Il s'est dit d'ailleurs qu'il s'en veut parce qu'il ne sait pas si ces armes vont tuer ou les musulmans, ou les chrétiens. Donc, il se sent mal dans sa peau. Il était donc obligé à se confier à l'un des conseillers techniques de ce Premier ministre. Donc, vous voyez que c'est une histoire vraisemblablement vraie, si vous voulez l'expression, qui ne saurait de choix à M. Erdogan si jamais il ne s'y retrouve pas. Mais on peut également essayer de comprendre que M. Erdogan n'était pas dans le coup et qu'il n'était peut-être pas au courant de cette situation. C'est fort possible. On n'est pas en train de dire que M. Erdogan a commandé les armes pour le Nigeria. Mais c'est quand même Turkish Airlines dans l'État de la Turquie, oui. Dans l'État de la Turquie, à 49% des actions. Donc c'est quand même un gros partenaire du gouvernement turc qui a quand même ce devoir de réponse dans le cas où il se sent touché dans son intérieur. Vous avez forcément une bonne raison. Equila Africa nous le disait au cours de cette semaine, Turkish Airlines aurait livré des armes du côté du Nigeria. Selon Equila Africa, il s'agit d'une révélation des écoutes téléphoniques. Ces armes, selon Equila Africa, seraient destinées au groupe inconnu au Nigeria, où le gouvernement, depuis plusieurs années aujourd'hui, s'attelle à mettre fin à la menace du groupe islamiste Boko Haram. Nous étions là du côté de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, nous allons direction Afrique centrale avec le quotidien camerounais Mutation, précisément au Cameroun. Remise de peine, ses bénéficiaires encore en prison titré Mutation. Le journal constatait qu'il y a des prisonniers incapables de payer la contrainte par corps pour retrouver leur liberté. Et puis, il fallait également lire dans les colonnes du quotidien camerounais l'état des lieux dans les prisons de Douala, Maroua, Ngaoundéré, Bafoussam et surtout Ebolova. En réalité, ce n'est pourtant pas la fin du calvaire espéré par ces prisonniers qui avaient déjà, par le décret du 18 février 2014, espéré voir le dehors. On estime qu'il y a encore d'autres modalités à remplir, notamment des frais qu'on a appelés ici, je crois bien, en fait, certains frais qui vous permettent de sortir de cette prison et de vous retrouver pratiquement en liberté. Alors, il y a donc un certain nombre de prisonniers, voyez-vous, lorsque vous êtes parfois emprisonné dans certaines prisons du Cameroun et dans d'autres pays, vous êtes abandonné à vous-même. Il y en avait qui n'avaient pratiquement plus de visites, ni d'argent, ni quoi que ce soit. Lorsque la nouvelle arrive qu'il faut sortir, ceux-là sont pratiquement dans des difficultés. Alors, comment faire pour s'acquitter de la rançon que demandent les prisons? On va soit faire une comparaison, c'est-à-dire essayer de convertir les peines de prison. Une bonne compensation, en tout cas. Voilà, tout à fait, en essayant de reconvertir les peines de prison avec ces versements qui varient, qui ne sont même pas très lourds, qui varient dans des sommes telles que 15 000, 13 000, 30 000, 50 000. Des sommes assez dérisoires. Dérisoire peut-être pour quelqu'un qui est dehors, qui peut se battre, mais assez lourd pour ceux qui sont à l'intérieur d'une prison où ils n'ont pratiquement aucune activité à faire. Ils ne se résument qu'à ceux qui viennent leur rendre visite. Et lorsque vous n'avez pas de visiteurs, vous rendez bien que sortir de là sera un calvaire pour vous. Mais puisqu'on a parlé aujourd'hui de la grâce présidentielle du chef de l'État camerounais Paul Biya, pourquoi n'avons pas effacé carrément la note de tous ces prisonniers? C'est une question également qui pourrait être remise sur la sellette. On pourra en débattre toute une longueur de journée. Bon ben, puisque nous avons le quotidien Mutation en face et surtout sur vos petits écrans, nous allons prendre immédiatement le directeur de publication du quotidien Mutation, Xavier Messé. Bonjour Xavier. Allô, bonjour Xavier. Là, je
semaine, en début de semaine, mardi plus précisément, nous sommes revenus sur le problème lié à la remise des peines que le État a accordé depuis le 28 février dernier à certains détenus. Alors nous nous sommes posé la question que plusieurs semaines après, on a fait le tour de quelques prisons pour voir comment ces peines ont été exécutées dans certains lieux, dans certains pénitenciers. Alors ce tour d'horizon nous a amené à comprendre que, en ce qui concerne d'abord Douala, où 538 personnes étaient concernées par ce décret de remise de peine, 188 simplement sont sortis. Donc, il y a 340 qui restent encore en prison. En ce qui concerne Maroua, par exemple, sur à peu près 169 personnes concernées par ce décret, nous avons encore 8 qui n'ont pas pu recouvrer la liberté. Cela signifie que 161 personnes sont sorties. En ce qui concerne Ngaoundéré, sur les 195 personnes concernées, il y a à peu près 126 personnes qui sont encore derrière les barreaux. En ce qui concerne le Bafoussam, sur 183 personnes concernées, il y a 28 personnes, voilà, il y a 28 personnes donc qui sont sorties. Donc il y a 155 qui sont encore derrière les barreaux. Enfin, nous avons visité le pénitencier de Boloa, où sur 81 personnes concernées, il y a 22 qui ont recouvert la liberté et 59 sont encore derrière les barreaux. Alors, en visitant donc ce programme, on s'est rendu compte que ces personnes qui n'ont pas pu recouvrir la liberté sont encore derrière les barreaux parce qu'elles n'ont pas pu s'acquitter des sommes liées à l'application de l'article 166 du Code pénal, qui impose une taxe quand vous avez purgé votre peine privative, et vous êtes assujetti, vous êtes soumis au paiement d'une taxe qu'on appelle la contrainte par corps. Alors, ces contraintes par corps, certaines personnes vont jusqu'à avoir des montants au-delà du million. On se souvient du cas de Michel Thierry à Tangana, qui, en demeure de sa sortie de prison, il n'a pas pu automatiquement recouvrir la liberté parce que l'État du Cameroun lui réclamait, d'après le juge, 115 millions de francs CFA. Il a fallu personnel à travers le général et à travers le directeur du cabinet civil, M. Belinga Iboud, pour que attirer à Tangana et puis Titus Séjoua sortent de prison. Donc voilà un peu la situation que nous avons revisitée dans notre livraison qui est sur votre écran de mardi dernier. Et donc, ça nous a amené à comprendre que est-ce qu'on peut penser que c'est une liberté à deux vitesses? Non, la loi, c'est la loi. Il faut absolument l'appliquer. La loi reste la loi et il faut essayer de l'appliquer. Alors, donc, on pense que le décret du chef de l'État ne concerne pas les peines, ne concerne pas cette remise de peine. Elle concerne tout simplement les fautes que vous avez commises. Et ces fautes que vous avez commises, elles sont susceptibles, n'est-ce pas, si vous remplissez les conditions, de recouvrir la liberté, mais les contraintes par corps maintiennent malheureusement certaines personnes en prison jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, Xavier Messier. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Mutation. Et je rappelle également que, comme le disait tout à l'heure, on parle de cette loi camerounaise qui, aujourd'hui, il faut le dire, il y a ce qu'on appelle la contrainte par corps. Donc, cela dit que lorsque vous êtes libéré, vous êtes obligé de payer en tout cas la somme que vous demande l'État. En tout cas, c'est un montant symbolique qui vous permet quand même de faire un geste avant de sortir d'une prison, surtout quand vous venez d'obtenir une grâce particulière. Donc, effectivement, c'est la contrainte par corps. Nous avons cherché ce mot. Nous y sommes arrivés. Vous avez donc vu, Xavier Messier vient de nous élaguer la situation telle qu'elle se présente en ce moment au sein des prisons camerounaises. Vous voyez qu'il y a des gens extrêmement démunis qui peuvent encore passer beaucoup de temps dans ces prisons avant de ressortir, alors que la grâce leur permettait d'être dehors. Mais on a également souligné le cas de M. Michel Thierry à Tangana, qui lui également avait
On le sait déjà, deux nationalités camerounaises et surtout françaises. Il a payé la somme de 115 millions de francs CFA, selon que nous disait exactement Xavier tout à l'heure. Vous voyez donc que ça a été, c'est en fonction des peines que vous endurez, en fonction du type de prisonnier dont vous y étiez. Donc ça variait. Il y a des montants aussi faibles. Si ce montant, celui-là, a été très fort, c'est en fonction de la peine qu'ils ont également eu à puiser et en fonction également des motifs qui les ont amenés dans cette prison. Mais vous voyez qu'il y a ceux qui sont sûrement arrivés là par simple vol. Il y en a qui sont arrivés par bagarre dans les rues. Il y en a qui sont arrivés. Bref, vous comprenez quand même que ça ne peut pas être la même mesure ne peut pas être prise par tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, on a l'impression que ces prisonniers sont abandonnés à eux-mêmes puisqu'ils n'ont plus personne pour payer cette contrainte par corps. On espère que les parents vont se ressaisir. Pourquoi pas? Si les parents ne vivent plus, il y a quand même les proches qui pourront se ressaisir et ressortir cet argent pour permettre à leur fils d'être hors de ce pénitentiaire. Comme nous le disait Xavier Messier, le directeur de publication du quotidien Camerounais Mutation, remise de peine, ses bénéficiaires encore en prison titraient Mutation au cours de cette semaine. Le journal constatait qu'il y a des prisonniers incapables de payer la contrainte par corps pour retrouver leur liberté. On pouvait également lire dans les colonnes du quotidien camerounais l'état des lieux dans les prisons de Douala, Marouane, Gaoundéry, Bafoussam et Bolova, dont notre confrère nous a déjà donné tout à l'heure pour nous faire comprendre en tout cas qu'il y a encore plusieurs prisonniers qui ont reçu la grâce présidentielle mais qui sont toujours écroués dans ces prisons camerounaises. Restons au Cameroun cette fois-ci avec un autre quotidien, le quotidien fondé par Pius Ndiawe, le messager, qui nous parlait d'insécurité transfrontalière. Selon le messager, 30 adeptes de Boko Haram ont été arrêtés du côté de Koutaba. Le journal précisait qu'ils sont titulaires de fausses cartes nationales d'identité camerounaise. En tout cas, on ne va pas dire que c'est la première fois qu'on voit ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça, mais c'est un peu particulier cette fois-ci. Voilà, 30 jeunes dont l'âge est varié entre 16 et 21 ans qui se retrouvent pratiquement dans l'arrondissement de Koutaba. Je vous rappelle qu'ils ont été arrêtés entre les arrondissements de Massagam et de Koutaba. Exact. Alors, on s'interroge comment ils ont pu faire pour entrer dans le Cameroun avec et les femmes et les enfants et des chameaux tout ensemble et possédant des cartes nationales d'identité camerounaises. C'est un peu surprenant. Et on soupçonne tout de suite un réseau, n'est-ce pas, de trafiquants des immigrants qui semble être mis en branle par certaines autorités camerounaises et qui y trouvent aisément leur fortune. Mais le journal Le Messager qui a quand même mené une enquête là-dessus. Là-dessus nous fait comprendre que ces gens sont entrés par le maillot d'Anaï. Le maillot d'Anaï, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Vous qui connaissez très bien le Cameroun, Steve Jocelyn Goss, c'est dans l'extrême nord du Cameroun, je crois bien, dans le département du maillot d'Anaï. Vous vous en souvenez? Exactement. Vous avez d'ailleurs eu à faire un documentaire dans ce sens. Alors, je voudrais vous rappeler que ces gens, parmi eux, on a quand même trouvé un passeport camerounais. Vous savez qui a signé le passeport? Non. Un policier, un agent de la police. Ça c'est du jamais vu. Vous avez un passeport qui a été signé par un agent de la police dans ce pays qu'on appelle le Cameroun? Je n'en pense pas. Généralement, c'est des cadres qui signent ces passeports. Et il y a toute une direction exactement, qui est chargée en tout cas de mettre les passeports en tout cas sur pied. On trouve donc malheureusement ceux-là qui se retrouvent avec des passeports. Mais en quelle langue s'expriment-ils? Ils ont quand même cette chance qu'au Cameroun, il y a une région qui s'exprime très bien en Fufulbe. Parce que rappelez-vous, c'est une langue qu'on retrouve au Nigeria, au Cameroun et au Niger. Exact. Tout au moins, en ce qui concerne la langue, ça les sauve. Mais pour le reste du cas, on se pose très bien comment ces gens-là ont pu avoir des cartes nationales d'identité sans avoir des actes de naissance. Comment ces gens-là ont pu avoir des cartes nationales d'identité sans toutefois savoir là où ils sont en train d'aller. Vous vous rappelez également que se pose le messager. Vous vous rappelez également, pour essayer d'empointer un peu le pas du quotidien camerounais, le messager, surtout nos confrères, vous vous rappelez de cette histoire que vous et moi, nous avons vécue lorsque nous sortions du côté de la MIFI. Tout à fait. Il y a déjà pas mal de personnes qui étaient dans la voiture et qui malheureusement n'avaient pas du tout des cartes nationales d'identité. D'ailleurs, on a retrouvé entre les mains d'un ressortissant nigérian une carte, enfin un passeport qui n'était pas un passeport camerounais. Ça, c'est du Cameroun. En tout cas, ce qui est surprenant quand même, Steve Jocelyn Goss, c'est que paraît-il que dans ce pays, les gens circulent aussi librement et sont soutenus par certaines autorités qui croient aujourd'hui qu'ils combattent la corruption et pourtant, c'est les premiers à engranger cette corruption. Voyez-vous, des gens entrent dans un pays, ils ont des cartes nationales d'identité signées par certaines autorités de votre pays et ces gens parviennent quand même à faire des parcours qui surprennent. Des gens qui entrent dans le maillot d'Anaï et qui se retrouvent à Koutaba.
Comment ont-ils fait pour arriver à Koutaba avec ses enfants, ses chameaux, aussi librement? Autant de questions qu'on se pose et on se Autant demande de questions qu'on va toujours continuer à se poser. Il faut également dire que du côté du Cameroun, il y a une chose que vous devez savoir, c'est devenu une habitude. Les Nigérians, les Nigériens, les Maliens ont des cartes nationales d'identité camerounaise. Plus même, il faut le dire même, plus que les Camerounais eux-mêmes. Mais vous savez, Et Steve, ils brandissent, il faut le dire, ces cartes nationales d'identité à tout bout de champ. vous savez, Steve, si la loi camerounaise l'autorise, parce qu'il y a quand même certains pays qui autorisent que vous puissiez avoir la nationalité après un nombre de temps Oui, vécu sur le passé sur le territoire. territoire. Peut-être que vous avez épousé une dame de là, Camerounaise. vous avez fait des enfants sur place, vous avez construit, vous avez un important patrimoine à défendre dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Alors, vu ces conditions, vous pouvez obtenir une nationalité camerounaise qui vous donnera alors droit à tous les avantages que la nationalité peut donner à un Camerounais. Mais quant à ceux qui viennent, là où nous savons très bien, parce qu'on dit très bien que c'est Boko Haram, on les soupçonne déjà d'être des islamistes du Boko Haram, qui viennent forcément du Nigeria et qui sont entrés par le maillot d'Anaï. En tout cas, nous allons déjà prendre de nos confrères. Martial qui est au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. J'espère qu'il est toujours là, on espère qu'on va l'avoir dans un instant. On parlait bien sûr du quotidien Le Messager, le journal fondé par Pius Ndiaye, Insécurité transfrontalière. Selon Le Messager, 30 adeptes du groupe islamiste Boko Haram ont été arrêtés à Koutaba. Le journal précisait cette semaine qu'ils sont titulaires de fausses cartes nationales d'identité camerounaises. C'est déjà devenu une habitude. On espère tout simplement que Martial sera au téléphone et que nos confrères du quotidien Le Messager pourront bien sûr intervenir au cours de cette autre édition de Grande Tribune. En réalité, on n'est pas très surpris de ce qui se passe dans ce pays qu'on appelle... Appel de M. Martial. Martial, vous avez l'antenne. Martial, vous avez l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour. Votre Oui, intervention, je allez-y, on voulais vous savoir écoute. comment un passeport peut être signé par un policier. Allez-y, on vous Et en écoute. plein barrière, en plus. On a quelques petits problèmes en ligne avec Martial. Martial, j'espère que vous êtes toujours là. Jusqu'à preuve de contraire, Martial, vous posez une belle question. Nous ne savons pas justement ce qui s'est réellement passé. Cette information est relayée par nos confrères du quotidien camerounais Le Messager. On ne comprend pas comment un policier peut normalement signer un passeport. Ça, c'est du jamais vu. On ne l'a jamais vu nulle part. Justement, vous devez comprendre que ce n'est pas un bon passeport, c'est un faux passeport. Et on pourrait dire tout simplement que c'est des choses qui ne devraient pas se voir, mais qui se voient quand même. Vous savez, Steve, cette police camerounaise qui fait souvent parfois l'objet de fureur de la part de certains passagers a de temps en temps tendance à vouloir ternir son image et pourtant on les reconnaît comme étant la plus grande, l'une des grandes polices du monde entier. Parce qu'en matière de renseignement, rappelez-vous, Non, le Cameroun, est le classé Cameroun a quand quand même, même un rang parmi les honorable. 3 premiers. Voilà, le Cameroun a quand même un rang honorable. On se demande pourquoi ces brebis galeuses persistent à aller dans ce qu'on appellerait tout simplement le désarroi. Nous allons prendre un appel qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Roger, bonjour. Ok, Bon- ok. Bonjour. Vous avez l'antenne. Bon, alors, Bonjour, vous avez l'antenne. j'entends, je regarde la télé, je vois, on m'a dit, le débatteur en train de parler de fausse signature du passeport. Alors, je voudrais lui dire, tout simplement, et rien d'autre, qu'en Côte d'Ivoire ici, c'est ce qui a créé un boom. La Côte d'Ivoire a été taxée de xénophobe. Alors, attention, attention, attention. Tout ce que je voudrais dire. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Justement, Raoul Pépin Benabena, ce monsieur qui nous appelle tout droit de la Côte d'Ivoire, nous dit attention, attention, attention. Apparemment, ce sont des gestes comme ça qu'on a vus à plusieurs reprises du côté de la Côte d'Ivoire. Des gens qui entrent dans un État. On parle de 30 adeptes du groupe islamiste Boko Haram. Nous savons ce que c'est que le Boko Haram et qui entre dans un pays comme le Cameroun. Ça peut être un danger en tout cas. Vous savez que le Cameroun a toujours été bousculé de son côté, dans son côté septentrional, oui. avec le Boko Haram qui a menacé, a même eu à tuer un soldat. Donc, le Cameroun devrait déjà s'attendre à de tels actes et davantage renforcer sa frontière parce que c'est une frontière qui demeure encore fragile. Jusqu'à présent, si vous avez fait un tour du côté de l'extrême nord, vous allez voir que c'est pratiquement invivable, incontrôlable, parce que vous avez des régions où vous parcourez pratiquement 200 km, vous ne trouvez même pas une seule maison. C'est comme une savane englobante qui vous envahit
dans une espèce de savane qui ne donne pas son nom. Et le Boko Haram trouve du terrain effectivement là-bas parce qu'il est extrêmement difficile de voir une armée contrôler pratiquement toute cette région. C'est extrêmement difficile. Voilà pourquoi le Nigeria et le Cameroun travaillent de plein fouet pour assainir cet endroit. On a également vu le président français François Hollande descendre dernièrement du côté du Nigeria pour pouvoir rencontrer son homologue du Nigeria, Goodluck Jonathan, et surtout pour dire aux Camerounais, et surtout au chef de l'État camerounais et au président nigérian, de mettre tout en œuvre pour éradiquer en tout cas ce groupe islamiste du Boko Haram. On espère tout simplement que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'était une information à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien camerounais fondé par Pius Ndiawe aujourd'hui, décédé. Bien sûr, le messager qui nous parlait de l'insécurité transfrontalière et bien sûr les 30 des adeptes de Boko Haram qui ont été arrêtés du côté de Koutaba. Le journal nous précisait qu'ils étaient tutélaires de fausses cartes nationales d'identité camerounaises. Et comme le disait tout à l'heure un de nos confrères qui nous appelait tout droit de la Côte d'Ivoire, il faut faire très attention, très attention. On espère tout simplement que les 30 adeptes ont été arrêtés et écroués dans une prison. Effectivement, ils ont été présentés au procureur de la ville de Fumbat, ou Fumban, oui, effectivement, de la ville de Fumban, qui a eu à procéder à l'audition. On attend voir si ces gens seront déférés au parquet ou tout simplement relaxés. Nous allons continuer cette autre édition de Grande Tribune avec le quotidien Le Temps. Après l'avoir torturé et fait chanter à la DST, Ouattara livre Blé Goudé à la Cour pénale internationale, précisait Le Temps dans sa parution de cette semaine. Eh bien, selon le journal, le régime enterre aujourd'hui la réconciliation. En réalité, c'est une situation catastrophique que vivent déjà les pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, il y a là quelques temps, depuis le mois d'octobre, lorsque la Cour pénale internationale réclamait la tête de Charles Blé Goudé, le gouvernement ivoirien avait estimé être apte à le juger sur place en Côte d'Ivoire. Alors, on essaye de comprendre un peu ce retournement de veste du gouvernement ivoirien qui décide finalement d'envoyer Charles Blé Goudé hors de ses pairs, c'est-à-dire à La Haye. Ça crée un problème. Quant au processus de réconciliation qui était déjà mis en branle, cela va prendre un véritable coup. Parce que si vous suivez la classe politique actuelle de la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs très divisée sur la question, vous allez voir qu'il y a une bonne partie qui estime que Charles Blé Goudé était encore un espoir de réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que le fait qu'il était en Côte d'Ivoire, ça pouvait permettre à la classe politique de faire une certaine pression au gouvernement ivoirien et de demander sa liberté. Et il serait peut-être sorti remettre en branle une certaine réconciliation qui est recherchée aussi par Ouattara que par le camp Aves. Alors vous voyez donc le fait que Charles Blé Goudé soit donc maintenant parti pour La Haye, ça pose un sérieux problème. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire recherche donc? Est-ce la véritable réconciliation? Et pourquoi Charles Blé Goudé s'en va-t-il de cette manière à La Haye? On va nous dire, parce que j'ai suivi le ministre ivoirien de la communication parlant des derniers dénouements, c'est-à-dire les photos, soi-disant, les photos de Charles Blé Goudé comme étant maltraités dans une prison en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, cela devenait comme une épine au pied du gouvernement. Alors, ils ont donc pris cette décision de l'envoyer là-bas en espérant qu'il devrait avoir totalement accalmie. Mais j'ai fort peur que le gouvernement ivoirien puisse se tromper. On a quand même senti une certaine accalmie depuis un certain temps du côté de la Côte d'Ivoire avec la libération des pro-Gbagbo. On a vu que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a quand même commencé à faire de gros efforts en libérant tous ceux qui étaient en prison. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas justement pourquoi le cas Blé Goudé est une épine dans le pied du gouvernement. Si vous revenez un peu en arrière, c'est-à-dire en 2010, vous allez vous rendre compte que Charles Blé Goudé a joué un rôle fondamental dans les perturbations qui sont arrivées en Côte d'Ivoire parce que c'était un hanger des foules, un leader d'opinion qui était capable de rassembler plus de 4 000 à 5 à 7 millions de jeunes. Parce qu'il en a fait, il a montré sa capacité de rassembler autour de lui des foules. Donc c'était une tête pensante, un leader d'opinion extrêmement dangereux pour la Côte d'Ivoire. Alors Charles Blé Goudé, qui avait malheureusement ou heureusement pris le parti de M. Laurent Gbagbo, se retrouve dans les mêmes conditions que son mentor. Laurent Gbagbo est à La Haye, Charles Blé Goudé s'en va déjà le retrouver à La Haye. Alors, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la réconciliation ne passera pas par tous les pro-Gbagbo qui ont été libérés, mais plutôt par la libération de M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, y compris son épouse Simone Gbagbo, qui semblent être comme les têtes pensantes de la Côte d'Ivoire. Donc voyez-vous, la Côte d'Ivoire ne peut donc pas prétendre d'aller vers une réconciliation sans toutefois tenir compte de ces trois personnalités qui sont tant aimées par Abidjan. Nous allons continuer à en parler tout à l'heure à vous le Pépin Benabéna. Nous avons M. Kwasi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour M. Kwasi.
Bonjour, monsieur Kwasi. Vous avez l'antenne. Bonjour, monsieur. J'appelle de la Côte d'Ivoire. J'appelle la Côte d'Ivoire. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, monsieur Kwasi. Bon, ce que j'aimerais dire que la réconciliation n'est pas en Côte d'Ivoire. Et ce que j'aimerais aussi insister dessus, c'est que les pères, c'est-à-dire tous ceux qui sont doivent comprendre que le problème de la Côte d'Ivoire conteste les Africains. Absolument tout le monde assiste, personne ne lève le doigt. C'est tout en train de se passer comme ça. Cette situation, il faudrait que les chefs d'État, tous ceux qui veulent les intérêts de la Côte d'Ivoire, parlent et que tout le monde dise que ce que M. Ouattara est en train de faire n'est pas bien. Ce n'est pas bon et ça va nous ramener derrière. Et je vous le dis aujourd'hui qu'il y a des tensions en l'air. Et je sais de quoi je parle. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kwasi. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la Côte d'Ivoire. Justement, M. Kwasi est en train de nous dire une chose simple, c'est que à la place d'avancer, on est plutôt en train de faire rentrer la Côte d'Ivoire en arrière, alors que tout le monde a besoin d'avancer. Tous les Ivoiriens ont besoin d'être unis. Tous les Ivoiriens ont besoin d'avancer pour un même et seul objectif, pour dire la réconciliation non seulement du pays, mais également le développement total. C'est vrai que c'est quand même difficile de comprendre cette décision du gouvernement ivoirien d'envoyer M. Charles Blé Goudé à la Haye. C'est extrêmement difficile à comprendre. On se demande bien si la Côte d'Ivoire tombe sur le feu d'une malédiction. On se demande bien si le régime en place a mieux jugé cette décision d'envoyer M. Blé Goudé à la Haye. C'était le dernier espoir des Ivoiriens. Parce que Laurent Gbagbo étant déjà parti, il n'y a plus moyen pour l'État ivoirien de renégocier son retour tant qu'il est parti à la Haye. Mais le fait que M. Blé Goudé soit à la Côte d'Ivoire pouvait servir encore d'espoir, non seulement pour la famille de Blé Goudé, qui était capable d'aller le voir quand même à n'importe quel moment, mais aussi pour les Ivoiriens qui savent qu'ils ont leur leader à côté d'eux. Ça devient extrêmement difficile lorsqu'ils se retrouvent même s'il était enfermé, c'était toujours une bonne chose. Mais il était même enfermé, il avait encore l'espoir lui-même de sortir un jour. Mais maintenant qu'il est parti à la Haye, entre les bras des prédateurs, parce que c'est ce qu'ils sont, ces prédateurs, entre les bras de ces prédateurs, comment va-t-il s'en sortir? Et la Côte d'Ivoire pense à quelle réconciliation? Monsieur Alassane Dramane Ouattara voit-il exactement les conséquences de ce qu'il est en train de dramer avec ses ministres? Ça aussi, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Moi, j'ai une autre question, Raoul Pépin Benabena. On a vu également la une du quotidien pro-gouvernemental, Fraternité Matin, la semaine dernière, qui nous disait, s'il est maltraité ici, vous n'avez qu'à l'envoyer à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il n'y avait pas à un moment donné une belle information qui circulait déjà qu'on devait l'envoyer à la Cour pénale internationale avant même cette grande rencontre des ministres? Vous savez que depuis le mois d'octobre dernier, lorsque Charles Blé Goudé a été réclamé par la Cour pénale internationale, il y a eu certaines presse ivoirienne qui est pratiquement fidèle à M. Alassane Dramane Ouattara, qui estime que Charles Blé Goudé devrait aller à la Haye. Il y a une certaine presse qui a commencé à chantonner cela depuis le mois d'octobre. Il y a également des répliques de certains hommes politiques, même du parti au pouvoir, qui demandait pourquoi Charles Blé Goudé était gardé en Côte d'Ivoire. Donc, le gouvernement ivoirien a longtemps résisté à cette pression. C'était comme il fallait avouer, c'est une pression quand même que le gouvernement a pu résister jusqu'à maintenant. On se demande bien pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas su gérer cette situation. Aujourd'hui, Pascal Affinguessan, qui est quand même le leader de l'opposition ivoirienne, est en train de demander en tout cas à tous les Ivoiriens de boycotter le recensement qui a démarré il y a quelques jours. Et il a demandé ça bien avant que la décision du Conseil des ministres arrive pour envoyer M. Blé Goudé à la Haye. Il a bien demandé ça bien avant. Il a estimé que le gouvernement ivoirien n'était pas encore bien outillé. Il estimait que la Côte d'Ivoire n'était pas prête pour faire un recensement dit de ce nom. Donc, il était de bon ton de le boycotter et de revoir d'ailleurs la situation socio-politique actuelle avant de parler de réconciliation, avant de parler de recensement. Exact. Il faut enchaîner avec la réconciliation. On se rappelle également qu'il y a certaines presses qui nous faisaient comprendre il y a quelques jours également que seul le chef de l'État, quelques ministres ont été recensés. Et déjà là, plus rien plus tard. Alors, M. Charles Blé Goudé qui s'en va, a-t-il été recensé? Voilà une question. M. Laurent Gbagbo qui est à la Haye aujourd'hui, est-il recensé? Il n'est pas sur le territoire. Il n'est pas sur le territoire ivoirien. Ils sont nombreux comme ça qui ne vont pas se faire recenser. Donc, le recensement n'aura pas des chiffres exacts de la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour l'instant, d'après les informations que nous avons, il y a au moins 21 380 000 Ivoiriens. Le temps de le rappeler également, après l'avoir torturé et fait chanter la DST, Ouattara livre Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Précisait déjà le temps dans ses colonnes. Selon le journal, le régime enterre aujourd'hui la réconciliation. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien ivoirien Le Temps. Journal de Bangui, Gabon, à Libreville, la CEMAC cherche encore des locaux. Selon le journal de Bangui, les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont décidé
de délocaliser le siège du côté de Libreville. La décision est tombée en janvier dernier lors de leur réunion extraordinaire tenue, je crois, en N'Djamena. Les chefs d'État ont décidé de délocaliser le siège de la CEMAC suite à tout ce que nous connaissons tous en République centrafricaine. La République centrafricaine qui n'est plus un État aujourd'hui, qui est pratiquement en train de resserrer les brèches pour pouvoir se redonner une image, devrait positivement ou négativement revoir son sort. Alors, la CEMAC qui décide donc de se retrouver provisoirement au Gabon a quand même eu les locaux parce que le président Ali Ben Bongo Ndiba a donné les locaux de l'ancien poste à la CEMAC. Ces locaux sont en train d'être aménagés pour que la CEMAC y trouve refuge. Rappelez-vous, la CEMAC qui a au moins 150 personnels venant des pays divers, de 16 dans le pays de l'Afrique centrale. Pays membres, tout à fait, avec un peu plus de 300 autres qui seront recrutés à Libreville. Donc, c'est une grosse machine qui devrait, en principe, se mettre en branle pour permettre à la sous-région Afrique centrale de résoudre les problèmes dans un cadre confortable. Mais il faut rappeler, tout au moins, que la CEMAC, qui aujourd'hui va trouver son siège provisoire à Libreville, va également procéder à des recrutements. Parce que, voyez-vous, beaucoup reste à faire dans cet organisme. Beaucoup reste également à faire, en tout cas au sein de la CEMAC, la communauté économique des États, communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, qui aujourd'hui a été délocalisée du côté de Libreville, à cause en tout cas des problèmes que nous connaissons tous du côté de la RCA, où Madame Samba Panza, qui est la présidente de transition, est en train de faire des voies et les moyens pour pouvoir trouver en tout cas un semblant de paix du côté de la Centrafrique. Oui. D'ailleurs, il faut par ailleurs préciser qu'elle était d'ailleurs du côté du Gabon il y a quelques jours pour rencontrer son homologue gabonais, Ali Ben Bongo Ondimba, à qui elle a demandé pas mal de conseils et nous savons qu'elle en a reçu. La dernière information qui nous vient de la République centrafricaine stipule que les chefs des Antilles-Balaka sont finalement allés rencontrer l'un des ministres de ce gouvernement pour lui dire, écoutez, nous voulons déjà mettre un terme à cette histoire de guerre interreligieuse, nous voulons nous rassembler, nous voulons que vous nous aidiez à ce que nous puissions nous rassembler et que chacun retrouve sa région d'origine. Et c'est un ton qu'on avait quand même déjà entendu il y a cela quelques temps. Et le même ton revient. Peut-être va-t-on maintenant vers une décision définitive pour une paix durable et définitive en Centrafrique. Et c'est notre vœu le plus cher, c'est notre vœu pieux que justement la Centrafrique retrouve tout simplement la paix et surtout la joie, puisqu'on parle d'une seule et même Centrafrique qui vit depuis des lustres déjà en paix entre chrétiens et musulmans. Journal du Tchad. Tchad et l'Algérie signent, le Tchad et l'Algérie signent plusieurs accords de coopération. L'information relayée par Journal du Tchad de cette semaine précisait que les deux parties ont aussi procédé à la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la promotion du commerce extérieur. Cet accord de coopération bilatérale à l'issue de la 3e section de la commission mixte entre l'Algérie et le Tchad, accord dans plusieurs divers, on peut parler des domaines de l'agriculture, des domaines des infrastructures. Vous savez que le Tchad est dans une logique, c'est-à-dire de redynamiser sa diplomatie et de se refaire santé. Si vous allez à N'Djamena maintenant, vous allez constater que le Tchad est en chantier. Alors, le président Idriss Déby, malgré la casquette dont on lui donne en Afrique, comme étant l'un des bras séculaires de la France, veut quand même que son pays demeure dans l'histoire en essayant de ramener une diplomatie à la pointe. Voilà pourquoi le pays est de temps en temps soit sollicité par les organismes internationaux, soit le pays va vers ceux qui peuvent leur apporter quelque chose. Et l'Algérie, qui semble être comme un bon poussé en Afrique, a compris que les relations sud-sud étaient extrêmement bien pour les Africains eux-mêmes. Et le Tchad et l'Algérie, qui d'ailleurs ménagent les mêmes efforts pour permettre à la zone du Sahel d'être sécurisée, parce que c'est une zone en proie aussi à des actions diverses par des groupes islamistes qui viennent y chercher refuge et fortune. Ces deux pays donc, qui sont déjà livrés dans cette bataille ont trouvé d'autres pôles d'ouverture pour leur coopération. Et ce n'est que de bon temps pour les deux pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Idriss Déby Itno est en train de caresser en fait dans le sens du poil les Tchadiens, puisqu'il va de gauche à droite? Aujourd'hui, il est plus diplomate même que président de la République. C'est un politique, je voudrais un politicien très calculateur. Idriss Déby Itno, pour ceux qui le connaissent tout au moins, savent que c'est un monsieur qui ne marche pas pour rien. Lorsqu'il impose sa signature quelque part,
c'est qu'il C'est a pour un vu but le bien go. précis. Il a vu le go. Nous avons confiance en tout cas Tout à que le pays est en train d'avancer et nous aimons ça. Nous aimons voir en tout cas quand les pays africains sont en train d'avancer et surtout quand ils signent de bons accords de coopération comme ce fut le cas cette semaine entre le Tchad et surtout l'Algérie. On a encore également vu la même chose il y a quelques semaines entre le Maroc et plusieurs pays du continent noir. Donc on peut dire Le que c'est des Mali, choses. le Maroc et le Mali, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Guinée-Conakry et enfin Le Maroc, le Gabon. Et le Gabon. Et cette fois, c'est en tout cas l'Algérie qui est également en train de chercher de gros partenaires africains. On est en train de voir comment l'Algérie est à pied d'œuvre ces dernières semaines. Et c'est ça l'Afrique qui bouge. C'est ça, une Afrique qui bouge. Et nous savons que l'Afrique bouge et elle bougera toujours. Et c'est notre credo de voir l'Afrique bouger. Et bien, comme vous le voyez, l'information était relayée par Journal du Tchad cette semaine qui précisait que les deux parties ont aussi procédé à la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la promotion du commerce extérieur, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du Journal du Tchad. Le Républicain nous parlait de la collaboration et à la confrontation. En fait, c'était une interrogation. Le Républicain qui parlait d'un malaise profond qui perturbe le Mali. Le journal se demandait bien comment les anciens collaborateurs peuvent s'ériger en ennemis au point d'une confrontation qui est aujourd'hui, il faut le dire, se dessine. La une du journal Le Républicain est assez révélatrice. Quand vous regardez d'ailleurs ces photos, vous allez voir le président Ibrahim Boubacar Keïta, vous allez voir un certain très puissant ex-capitaine devenu général Amadou Aya Sanogo, qui aujourd'hui est en train de purger pratiquement ses peines dans une prison, je dirais, au sud-ouest du Mali, parce qu'il a été envoyé, je crois, à Sélingué. Oui. D'ailleurs, il entame déjà une grève de la faim depuis le jour où il a eu cette annonce, il serait à la prison de Sélingué. Il a décidé de ne plus manger pour retorquer du fait qu'il se trouve aujourd'hui pris d'assaut dans une cabale qui n'a pas de nom. Mais il faut remarquer quand même que c'était des collaborateurs d'hier. Lorsque Ibeka arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait comme premier geste? Il donne le grade de général à M. Amadou Aya Un Sanogo. capitaine. Capitaine qui part de général. Vous voyez que c'était une récompense extrême et certainement c'était une marque de reconnaissance envers tout ce que M. Sanogo a eu à faire. Mais on n'avait pas compris que ce que Sanogo était en train de faire était plutôt dans le sens opposé du bien-être. Parce que voyez-vous, il a réussi, lui et certains de ses généraux, à tuer pratiquement tout ce qui était fidèle au président ATT, c'est-à-dire la garde républicaine qu'on appelait les bérets rouges. Vous voyez, aujourd'hui donc, ces actions commises sont en train de les poursuivre et on se demande comment les collaborateurs d'hier peuvent être aujourd'hui des ennemis de manière à s'affronter aujourd'hui. C'est une interrogation que se pose au journal qui cherche à comprendre comment Ibeka, qui a donné un grade de général à M. Sanogo, ira lui dire « Vous n'êtes pas digne de ces grades ». En tout cas, on espère tout simplement qu'un de nos confrères du quotidien Le Républicain aura le temps de nous expliquer toutes ces informations qui nous viennent tout droit, bien sûr, du Mali. On parle, bien sûr, de la collaboration, la confrontation. C'était la grande interrogation de nos confrères du quotidien Le Républicain qui nous vient tout droit du Mali. Le journal se demandait bien comment les anciens collaborateurs peuvent s'ériger aujourd'hui en ennemis au point qu'une confrontation se dessine depuis un certain temps du côté du Mali. D'ailleurs, il faut le dire, plusieurs hauts gradés de l'armée malienne sont aujourd'hui, ou alors se trouvent derrière les barreaux. Tout à fait. Il faut remarquer que le chef d'état-major des armées lui-même se retrouve aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles. Il faut remarquer que le chef d'état particulier de M. Ibeka se retrouve dans les geôles. Et il faut remarquer que le fameux Amadou Aya Sanogo lui-même se retrouve également dans les geôles. Il se retrouve également dans les geôles. Direction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, retard dans le chronogramme de la présidentielle de 2015. Le pays nous apprend que cela suscite des réactions de la part des politiciens et surtout des acteurs de la société civile. L'indignation vient du fait qu'il n'y a aucune lisibilité dans le calendrier électoral de 2015. Le président Blaise Compaoré, qui jusqu'ici ne dit rien de cette crise qui tourmente son pays. Qui ne dit rien qu'on sent. Il ne dit rien du tout de cette crise qui tourmente son pays depuis un bon bout de temps, semble être dans un jeu logique. Le silence qui peut lui être favorable demain, pourquoi pas. Alors, cette classe politique qui s'insurge contre ce silence se demande bien où est-ce que le Burkina Faso s'en va. Est-ce qu'il y aura élection effectivement en 2015? Parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de lisibilité, il n'y a plus de calendrier respecté ou respectable. Rien ne prévaut en ce moment qu'il y aura élection en 2015 au Burkina Faso parce que le débat qui était censé être clos aujourd'hui, c'est-à-dire celui de la ratification de l'article 37 dans la nouvelle constitution ou alors celui de la mise en pied du Sénat, demeure muet. Vous comprenez donc que le Burkina Faso ressemble maintenant à des eaux calmes.
En tout cas, il y a également que du côté du Burkina Faso, on attend toujours le renouvellement, pour ne pas dire, hein, des listes électorales. Hein. Voilà justement pourquoi... Il y a pas mal de choses qui doivent être mises sur pied, mais malheureusement, on a l'impression que rien n'est fait. C'est voilà pour cela que le journal se pose bien la question de savoir si vraiment il y aura une élection présidentielle en 2015. En 2015. Et M. Blaise Compaoré semble être plus occupé à la politique extérieure qu'à la politique intérieure de son pays, parce que, voyez-vous, il est constamment en train de sortir. Tout se passe comme s'il n'y avait rien qui se passait au Burkina Faso et que le pays se portait très bien. Alors c'est peut-être là la stratégie de l'homme qui veut d'abord vous laisser parler et dire son dernier mot. Et peut-être ce dernier mot, ça serait aller vers le référendum. Je vais peut-être me répéter, mais il y a un grand adage qui nous dit que qui ne dit rien consent. On peut imaginer que peut-être en 2015, il y aura une élection présidentielle du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mais il y a également un autre problème aujourd'hui du côté de nos confrères et surtout nos amis du Burkina Faso, le problème de l'article 37 qui risquerait d'être revisé. Il est même déjà sur le plateau. Il n'a jamais été retranché du plateau. Sauf que les échecs des différentes médiations donnent un peu des inquiétudes. Mais cet article 37 semble ne pas être touchable aujourd'hui parce qu'en réalité, le président Blaise Compaoré est finalement décidé à revenir. Parce qu'à y voir ses allures, peut-être qu'il veut voir si le peuple peut être en majorité favorable à ce qu'il revienne. À y voir quand même son comportement, tout laisse à croire qu'il peut soit modifier cet article 37, soit appeler le référendum, demander aux Burkinabés d'intervenir. En tout cas, nous rappelons à nos téléspectateurs que quand on parle de l'article 37, cet article prévoit tout simplement que le chef de l'État du Burkina Faso ne doit faire que 2 mandats. Pas un 3e mandat, justement. C'est le problème aujourd'hui, puisque nous savons que M. Blaise Compaoré est là depuis 1995. Vous dites très bien, il est là depuis 1995, ça fait exactement 27 ans qu'il est au pouvoir. Vous comprenez donc qu'il a déjà mis assez du temps. Il a assez mis du temps, on espère que les choses vont forcément changer. Raoul Pépin Benabena, une autre préoccupation. On a quand même vu Blaise Compaoré qui a été rencontré par les dignitaires religieux et les dignitaires traditionnels qui lui ont dit « Nous te donnons notre bénédiction. Si tu veux rester, reste au pouvoir. Il n'y a pas de souci. » Vous savez que le roi, lorsqu'il est roi, ça ne se conteste pas par son peuple. Alors, ses chefs traditionnels, ses dignitaires, ne peuvent qu'aller dans le sens du soutien à M. Blaise Compaoré. En réalité, ils font exactement ce que la Bible dit. Le roi est roi jusqu'à ce qu'il meure. Le roi est roi jusqu'à ce qu'il meure, comme vous le dites. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Afrique Média. L'émission, c'est Grande Tribune. C'est tous les samedis entre 10h30 et 12h, heure d'Afrique centrale. Temps universel, 9h30. Vous le savez déjà. Nous sommes là tous les samedis, décrypter, analyser l'information qui a été traitée par nos confrères de la presse écrite internationale. Nous entrons dans la seconde partie de cette édition de Grande Tribune. Nous espérons tout simplement que nos confrères qui vont nous appeler vont devoir nous joindre dans un instant. On va continuer avec complément d'enquête à notre journal. Blaise Compaoré, un silence qui trouble des sommeils. C'est ce que nous disait le magazine Complément d'enquête cette semaine. Le journal constatait que malgré tout, le chef de l'État du Faso reste toujours égal à lui-même. Vous voyez que les confrères sont restés dans la même logique que nous sur ce plateau. Malgré tout, le chef de l'État reste calme, il ne dit rien. Un silence qui trouble d'ailleurs le sommeil. Parce que, voyez-vous, la classe politique qui s'agite, et il y a quand même ceux qui nourrissent des ambitions d'être aussi président de la République au Burkina Faso, qui attendent bien et bien voir M. Blaise Compaoré partir de là pour qu'ils espèrent un jour être gagnant à une élection présidentielle. Voyez-vous, quelqu'un qui a déjà miné son régime, s'il est encore là comme candidat à la prochaine élection présidentielle, ça va ternir les espoirs des uns et des autres. Ça pose donc un problème. D'où ce silence qui perturbe et qui trouble le sommeil. Parce que là, aucun homme politique ambitieux ne peut dormir face à la situation que le Burkina Faso est en train de vivre en ce moment. On ne va pas vraiment dire comme la grande une, on a l'impression que c'est plutôt le sommeil de M. Blaise Compaoré qui est troublé. On connaît également que dans son parti politique, il y a carrément des divisions. Il y a plusieurs caciques de ce parti politique qui ont décidé d'aller créer d'autres partis politiques pour venir le contrer à la prochaine présidentielle. Ça, nous le savons déjà. Et déjà, dans le pays, tout va très mal. On a vu les magistrats dans la rue, on a vu des écoliers dans la rue, des lycéens, des professeurs dans la rue, des médecins dans la rue. C'est presque tout le monde qui descend dans les rues pour lui dire « On n'a plus besoin que tu changes l'article 37. La seule chose que nous te demandons, c'est franchement que tu laisses le pouvoir à quelqu'un d'autre. » Alors, quelle est la réaction? La réaction, c'est qu'il est calme. Il est calme dans son C'est qu'il vous écoute. Et il attend décider le moment venu. Donc, c'est un monsieur qui connaît très bien son pays. Il connaît très bien son opposition. Il sait très bien ceux qui sont partis de son pouvoir
il les appelle d'ailleurs des mendiants, parce qu'il est très sûr que cela ne peut pas faire l'électorat. Voyez-vous, même si M. Compaoré s'en va de ce pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont partis de son parti, si vous voulez bien, Oui. ceux qui sont sortis de son parti, le Congrès pour la démocratie ou le progrès, le CDP, ne pourront pas avoir les voix des Burkinabés, parce que ce n'est que la continuité du régime qui fut. Donc, voyez-vous, M. Compaoré sait très bien que c'est un jeu politique qu'il faut mener, et qu'en politique, il y a des partenaires, il y a des partenariats qui peuvent se ficeler, il y a des alliances qui peuvent être consenties au moment venu. Donc, pour l'instant, il écoute, il veut voir qui est son ami, qui est son ennemi avant de frapper. En tout cas, vous me rappelez une chose que disait Montesquieu en politique. Les habitudes tuent. Mais puisque nous parlons du pays des hommes intègres, on a l'impression que tous les Burkinabés sont intègres. Et l'intégrité, ça les connaît. Et justement, pourquoi ils continuent en tout cas à supporter leur chef de l'État. C'était en tout cas une information à lire dans les colonnes du quotidien du magazine Burkinabé Complément d'enquête qui se demandait Blaise Compaoré, un silence qui trouble des sommeils. C'est ce que nous disait le magazine Complément d'enquête. Le journal constatait que malgré tout, le chef de l'État du Faso reste toujours égal à lui-même. Restons toujours du côté du Burkina Faso, cette fois-ci avec l'observateur Palga. Meeting du MPP à Ouattagouya. Salif est à la reconquête du Nord perdu, nous faisait savoir le quotidien privé burkinabé, l'observateur Palga. Le journal nous faisait comprendre que comptait l'histoire d'un rassemblement qui a aujourd'hui entraîné des foules du côté du Burkina Faso. Belle photo d'ailleurs que nous voyons à la grande une du journal burkinabé. Tout à fait. C'est une photo de ce que M. Blaise Compaoré peut qualifier des agitateurs, parce que voyez-vous, il y a déjà eu des foules pareilles dans d'autres mouvements. Le Burkina Faso a déjà vécu des événements semblables, mais M. Compaoré est resté égal à lui-même. Qu'on vous dise que l'opposition est dehors, que l'opposition recherche un référendum pour s'exprimer, M. Blaise Compaoré sait très bien où il va et il connaît très bien où il pose ses pieds. En tout cas, l'histoire tente à nous faire croire que ce monsieur maîtrise les Burkinabés au tel point où les Français sont obligés de lui tendre la main. En tout cas, nous savons que Blaise Compaoré est au pouvoir depuis les années 80, précisément, je pense, depuis 1987. Donc, on peut dire qu'il connaît franchement les Ivoiriens. Quand on parle démocratiquement parlant, il est là depuis 1995. Il a déjà fait les deux mandats. Ça, c'est démocratiquement parlant, mais il est au pouvoir depuis 1987. Oui, nous le savons déjà, l'observateur Palga nous parlait du meeting du MPP, mais sur la photo, Raoul Pépin Benabena, on a quand même vu grand monde. Grand monde. En tout cas, comme le disait M. Salif qui est à la conquête quand même du Nord qui est perdu. Vous savez, on aime bien rire. Vous savez, lorsqu'il y a une certaine presse qui nous donne parfois certaines informations, il faut très bien les prendre, mais il faut les vérifier à fond. On espère tout simplement qu'un de nos confrères de l'observateur Palga on pourra l'avoir au téléphone tout à l'heure. On a quelques petits problèmes, mais on espère qu'on pourra avoir un de nos confrères de l'observateur Palga. Alors, ce qui se passe avec le Burkina Faso, c'est une situation qui ne surprend pas qui ne surprend plus personne. Ça ne surprend plus grand monde parce qu'en réalité, les chefs d'État africains sont égaux à eux-mêmes. C'est des gens qui jouent pratiquement le jeu du ciment. Ça veut dire que lorsqu'ils arrivent à un siège, ils cimentent le siège, là, ils ne veulent plus partir. Si vous venez même vous asseoir, le ciment, là, va vous brûler très mal. Alors, ça ne me surprend pas. Cette opposition qui s'agite joue son rôle. L'opposition est dans son rôle. Il faut bien démontrer aux yeux du monde qu'il y a une démocratie qui s'agite au Burkina Faso, qu'il y a le droit au mouvement, il y a le droit au meeting, et que la liberté d'expression est démise. Donc, en réalité, M. Compaoré, ça fait ses points. Il gagne des points auprès de la communauté internationale qui estime que là-bas, il y a une liberté d'expression dont les gens peuvent manifester. Mais au fin des comptes, il sait là où il doit toucher. On espère seulement que nous allons avoir un de nos confrères de l'observateur Palga au cours de cette édition pour nous parler en tout cas de toutes ces informations. On espérait également avoir d'autres confrères déjà du quotidien burkinabé Le Pays et l'autre quotidien malien, le quotidien Le Républicain, qui jusqu'à preuve de contraire n'ont pas encore fait signe. On espère qu'ils vont faire signe et qu'ils nous regardent actuellement. L'observateur Palga nous parlait du meeting du MPP à Ouattagouya. Salif est à la reconquête du Nord perdu, nous faisait savoir le quotidien privé burkinabé. L'observateur Palga, le journal, nous contait l'histoire d'un rassemblement qui a entraîné de belles foules. Kaloum Presse, nous sommes là en Guinée-Conakry. Commandant Resco limogé, ses propos controversés ont-ils eu raison de lui? C'était la grande interrogation de nos confrères de Kaloum Presse cette semaine. Le journal nous apprenait que la décision du professeur Alpha Condé, survenue cette semaine, a surpris plus d'une personne. Soriba Sorel Camara est le nouveau gouverneur de Conakry. Vous vous rappelez que le commandant Sékou Resco Camara est désormais gouverneur de Conakry
était sorti, avait fait une sortie publicitaire. On appelle ça sortie publicitaire parce qu'il a trouvé le bon moment devant les femmes pour leur dire, écoutez, le deuxième mandat de M. Alpha Condé était déjà prêt. Il faudra maintenant commencer à penser au troisième mandat. Aller revoir la forêt pour repenser maintenant au troisième mandat, oubliant même que M. Alpha Condé n'avait pas droit à 3 mandats. Voilà donc quelqu'un qui était pratiquement là pour sauvegarder ses intérêts et qui a été rattrapé dans ces gestes de griotisme, parce que ce n'était rien d'autre qu'un griot en réalité. Et Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, a tout fait de le dénoncer rapidement et de lui dire, écoutez, nous n'avons plus besoin des grands danseurs ici en Guinée-Conakry. Il a donc été remercié de façon très très polie d'ailleurs, parce qu'il a été remercié de façon très polie par le président Alpha Condé et il a été remplacé par un certain Soliba Sorel Camara. Ils aiment bien les Camara en Guinée-Conakry. On espère tout simplement également que Eli Ounia Camara, le rédacteur en chef du quotidien Kaloum Presse, on l'aura tout à l'heure au téléphone. Vous savez déjà, Raoul Bena, quand je souris, je vous dirais qu'un bon danseur sait s'arrêter quand la musique s'arrête. Et là, je pense que l'ancien gouverneur de Conakry n'a pas compris finalement que la musique s'est arrêtée. Et lui, il a continué à danser. S'arrêter, mais en réalité, il faudra remarquer que celui qui vient quand même le remplacer était secrétaire général du ministère de l'élevage, jusqu'à sa nomination comme étant le désormais gouverneur de Conakry. Lui, il n'est pas général, il n'est non plus commandant, comme Sekou Resco Camara. Il semble être de la société civile et il a été nommé là pour apporter une touche personnelle à Conakry. Rappelez-vous encore que c'est ce même général, ce même commandant Sekou Resco Camara qui avait demandé à ceux qui devraient oser revendiquer l'électricité pendant la visite du roi Mohamed VI. Cela devrait dire au revoir à leur famille. Donc il est venu avec des esprits, pratiquement avec un ton de dictature, de menace, de perturbation totale. Et le président Alpha Condé, qui sait qu'il a encore un mandat à aller glaner en 2015, n'a pas cédé à ses caprices. Il était obligé de frapper la main sur la table. Puisqu'on parlait des Camara, Eli Ounia Camara est en ligne. Bonjour monsieur Eli Ounia. Monsieur Eli Ounia, vous avez l'antenne. Bonjour chers confrères et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, cette semaine, nous avons parlé du limogeage du commandant Sekou Resco Camara, qui était le gouverneur de la ville de Conakry. Il faut se dire que c'est un officier militaire qui n'a pas une bonne réputation. Ces derniers temps, il s'est illustré par des propos peu démocratiques. Lorsqu'il a parlé, par exemple, d'un nouveau combat pour un 3e mandat pour le président Alpha Condé. Il a également menacé ces derniers temps de faire disparaître tout manifestant qui sortirait pour manifester contre le délestage électrique à Conakry. Et pour reprendre ses propos, il a dit clairement que tout manifestant dira au revoir à ses parents pour de bon s'il sortait dans la rue. Je demande cette fois-ci si ce sont ces déclarations contre qui ont eu raison de lui et qui ont amené son limogeage. Un camarade qui était de l'élevage. Exact. Monsieur Elounia, moi, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. On parle de la Guinée-Conakry ces derniers jours. On parle d'une épidémie de fièvre virale hémorragique qui a provoqué la mort de 29 personnes sur 49 cas enregistrés depuis le 9 février dernier. Déclaration d'ailleurs du ministère guinéen de la Santé qui a annoncé la gratuité du traitement de tous les malades admis dans les centres d'isolement. Que pouvez-vous dire en tout cas sur cette épidémie de fièvre virale hémorragique qui sévit actuellement du côté de la Guinée-Conakry? Monsieur Eli Ounia, je vais reposer ma question, monsieur Eli Ounia. Je disais bien sûr que ces dernières temps, si on en parle de l'épidémie de fièvre virale hémorragique qui a provoqué la mort de 29 personnes sur 49 cas enregistrés depuis le 9 février dernier. Déclaration d'ailleurs du ministère guinéen de la Santé publique qui a annoncé la gratuité du traitement de tous les malades admis dans les centres d'isolement. Que pouvez-vous nous dire sur cette maladie, sur cette épidémie de fièvre virale hémorragique qui sévit actuellement du côté de la Guinée-Conakry, votre pays? Oui,
on a assez peu d'informations à propos de cette maladie qui sévit présentement dans le sud forestier de la Guinée. C'est une situation tout à fait inquiétante et les autorités guinéennes tentent de remédier à cette épidémie. Ce qui est plausible, c'est que la Guinée cherche vraiment des partenaires pour pouvoir l'appuyer dans ce sens, dans le sens de la lutte contre cette fièvre qui n'est pour l'instant pas identifiée selon les autorités du ministère de la Santé. Merci beaucoup, monsieur Eli Ounia Camara, pour votre intervention. Nous le savons déjà que le commandant Resco a été limogé. Il était le gouverneur de Conakry. Ses propos controversés ont eu raison de lui. Et le journal nous apprenait que la décision du professeur Alpha Condé survenue cette semaine a surpris plus d'une personne. Soriba Sorel Camara est le nouveau gouverneur de Conakry. Et on soulignait également tout à l'heure le problème de l'épidémie de fièvre virale hémorragique qui aujourd'hui est en train de décimer carrément une partie de la population. On parle aujourd'hui de 29 décès sur 49 cas enregistrés depuis février 2014. Déclaration d'ailleurs du ministère guinéen de la Santé publique qui a fait et qui a annoncé la gratuité du traitement pour tous les malades admis dans les centres hospitaliers, surtout dans les centres d'isolement. Et c'est justement pourquoi M. Eli Camara nous a dit que c'est une situation assez inquiétante actuellement du côté de la Guinée-Conakry. Puisqu'on parle de la Guinée, il y a une autre Guinée pour laquelle on pourrait encore parler. On parle de la Guinée-Bissau. La campagne pour la présidentielle et législative du 13 avril prochain ont débuté depuis ce matin, depuis ce samedi en Guinée-Bissau, des scrutins censés ramener la stabilité, il faut le dire, 2 ans après le coup d'État qui avait à nouveau frappé ce pays habitué à la violence politico-militaire. L'ex-colonie portugaise, aujourd'hui de 1,6 million d'habitants, ne compte plus de coup d'État depuis son indépendance en 1974. Putsch qui ont facilité l'implantation des trafiquants de drogue avec la complicité présumée de hauts responsables de l'armée, dont son chef, le général Antonio Injai. Le pays est aujourd'hui classé à la 177e place sur 187 du développement humain établi par l'ONU. En tout cas, il faut le dire, c'est un gros problème actuellement du côté de la Guinée-Bissau qui va démarrer en tout cas aujourd'hui les meetings et surtout la campagne présidentielle pour la présidentielle qui aura lieu le 17 avril 2014 prochain. Tout à fait. Nous allons continuer après Kaloum Presse. Nous attaquons avec Sud Quotidien qui nous parlait de la lutte contre le tabagisme. La loi enfin adoptée, titre Sud Quotidien qui nous apprenait que c'est à l'unanimité que le projet de loi numéro 09/2013 relatif à la fabrication, au conditionnement de l'étiquetage et à la vente et à l'usage du tabac a été adopté par le Parlement sénégalais. D'où cette titraille de Sud Quotidien cette semaine. L'Assemblée grille les fumeurs. On va remarquer que 15 à 50% de la population se retrouve aujourd'hui affectée par les méandres du tabagisme parce que, voyez-vous, le Sénégal, qui a longtemps joué le rôle de leadership dans cette lutte, a finalement enfin mis sur pied une législature anti-tabac qui est entrée en vigueur parce que l'Assemblée nationale a effectivement grillé les fumeurs. Exact. Alors, je voudrais vous faire remarquer que parmi ces interdictions, vous aurez par exemple une interdiction formelle de vente des cigarettes auprès des établissements scolaires et même dans la ronde de 200 mètres à la ronde, vous n'en trouverez plus de cigarettes et il est strictement interdit d'amorcer une publicité pour une cigarette que ce soit. Donc plus de publicité dans ce sens, d'après la législature, la nouvelle législature qui vient d'être votée par le Parlement du Sénégal. Il n'y a plus question de faire de la publicité aux cigarettes. Et puis, très souvent, les fumeurs ne vont plus amorcer les cigarettes dans des endroits publics. Il y aura une isoloir en tout cas pour cela. Ils ont appelé ça des fumoirs qui seront construits pour permettre à ceux-là maintenant d'aller eux-mêmes aspirer leur propre fumée au lieu de l'asperger pratiquement à ces populations. Donc, voilà en tout cette loi qui a quand même reçu la sanction de pratiquement plus de 2 tiers des députés de l'Assemblée nationale. Alors, mais il faut remarquer quand même que l'essentiel n'est pas de mettre sur pied une législature, mais c'est de faire respecter les lois qui ressortent de là. Parce que très souvent, ces lois, mais le respect, c'est-à-dire la mise en branle de ces lois, manque. Parce qu'à un moment donné, la corruption s'imprègne. À un moment donné, des gros sous commencent à jouer leur jeu et on se retrouve dans des situations du départ. C'est ce que craint d'ailleurs la société civile du Sénégal qui estime que c'est un grand pas en avant
mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. On a fait la remarque déjà, Raoul Pépin Benabena, que sur les paquets de cigarettes, il est toujours écrit le tabac nuit gravement à la santé, mais on en vend toujours. Et ceux qui en achètent continuent toujours de fumer. Et pourtant, il est bien inscrit. Le tabac nuit gravement à la santé. Et ceux même qui vous vendent cette cigarette sont conscients que c'est un poison qui est en train d'être vendu. Mais ils vous disent, prenez quand même, parce qu'il ne va pas vous détruire immédiatement. En tout cas, la décision a été prise du côté du Sénégal. Lutte contre le tabagisme, la loi a été enfin adoptée, titrait déjà Sud Quotidien cette semaine. Le journal nous apprenait que c'est à l'unanimité que le projet de loi numéro 09/2013 relatif à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac a été adopté par le Parlement sénégalais, d'où cette grande titraille de Sud Quotidien. L'Assemblée grille les fumeurs. C'est pour justement dire que actuellement on est en train de faire taire les fumeurs du côté du Sénégal. Et on espère tout simplement que c'est un message qui concerne aujourd'hui tous les Africains. Mais vous savez que le Sénégal a toujours joué le rôle des leaders dans cette croisade contre la cigarette. Dans le Sénégal, qui s'était tout simplement relaxé un moment, veut revenir encore dans sa posture. On a déjà un téléspectateur en ligne, Monsieur Kwasi, qui nous appelle tout droit de la Côte d'Ivoire. Il veut parler de l'affaire Blé Goudé. On espère qu'il va nous apporter quelques informations de ce côté-là, parce qu'il nous appelle tout droit de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Kwasi. Bonjour, Monsieur Kwasi. Ouais, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Allez-y, vous avez l'antenne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est... Vous allez nous parler de Blé Goudé et de cette histoire. Il sera transféré carrément du côté de la haie. On me dit que M. Kwasi est parti. On espère qu'il va revenir dans un instant. Quelques problèmes avec les opérateurs de téléphonie mobile. On le sait déjà, c'est un problème que nous rencontrons à tous les coups. Nous parlions tout à l'heure avec Sud Quotidien. Nous allons passer déjà avec l'autre quotidien sénégalais choisi pour vous. C'est le jour, Le Soleil, qui nous parlait du lancement du projet Pôle de développement de la Casamance. Le Soleil nous faisait savoir que le président Macky Sall appelle à la paix des braves, réconciliation, reconstruction et surtout développement durable. Ce sont là les mots d'ordre du président sénégalais qui était en visite à la Casamance cette semaine. On va tout simplement remarquer qu'il y a quelques questions quand même qui planent à l'horizon. Quelle est la place réservée aux identités territoriales dans la mise en place du pôle Casamance? Pourquoi les régions de Kolda et de Sédhiou sont-elles toujours chevillées à celle de Ziguinchor? Voilà autant de questions qui peuvent être posées pendant le séjour du président Macky Sall. Il faut dire qu'il a séjourné là-bas pendant 72 heures. Il est allé tendre la main à ses confrères, à ses frères de la Casamance, voyez-vous, parce que la Casamance a toujours été une ville très réticente au pouvoir central de Dakar. Alors, il est allé avec un autre ton, une nouvelle façon de voir, et il a pu rassembler quand même autour de lui un certain nombre de dignitaires, notamment des leaders de partis d'opposition, notamment des chefs traditionnels, tout ce qui peut être important pour la mise en musique, n'est-ce pas, du développement en Casamance. Il est allé jusqu'à signaler 2 projets générateurs de revenus qui seront mis en branle. Notamment, ces projets coûteront un peu plus de 20 milliards de francs CFA, même si le Sénégal n'en dispose que pour le moment de 20 milliards pour les 2 projets. Donc il s'agit d'un projet d'ailleurs sur l'électrification et un projet sur les infrastructures routières, hydroélectriques et commerciales. Donc cela va autant sur... Nous allons parler avec M. Kwasi. Bonjour M. Kwasi, vous avez l'antenne. Monsieur Kwasi, vous avez l'antenne. Voilà. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Bon, c'est pour vous dire qu'à propos de Blé Goudé, là. Bonjour. Voilà, c'est pour vous dire que, oui, c'est pour vous dire que M. Blé Goudé, il est mieux où il allait, parce que ce monsieur il a commis beaucoup de tort aux Ivoiriens. Moi qui vous parle là, à cause de Blé Goudé, j'ai un frère qui a été découpé à la machette. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous parlez là, essayez, vous ne vivez pas avec nous ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est nous qui savons ce qui se passe ici. Donc, il n'aura rien et rien ne se passera. Donc, laissez ce monsieur aller à l'AE. S'il n'y avait plus que l'AE, même ils allaient envoyer Blé Goudé. Vous avez suivi la RTI avec nous avant-hier. Les appels dont il a fait, c'était des barrages enrôlés des jeunes qui ne mentent pas à la formation militaire pour venir tuer des gens, découper des gens à la machette. Donc, ce monsieur-là, c'est nous qui connaissons son histoire.
Donc, s'il n'y avait plus que la haie même, il era parti. Donc, voilà mon commentaire. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur Kwasi, pour votre intervention. Bien, on revient encore sur cette affaire de Blé Goudé avec le quotidien Le Temps qui nous en parlait encore cette semaine parce que le régime d'Alassane Draman Ouattara a désormais en fait décidé d'envoyer Blé Goudé du côté de la Cour pénale internationale. On peut comprendre monsieur Kwasi qui dit qu'il a perdu quand même un de ses enfants parce que lorsque monsieur Blé Goudé était là, il enrôlait pas mal d'enfants et un de ses enfants a été découpé à la machette. Justement pour lui, la seule chose à faire, c'est d'envoyer Blé Goudé à la haie. Il faudra que notre ami comprenne que nous n'avons pas de position lorsque nous essayons d'analyser l'information. Nous l'analysons telle que nous la recevons, nous l'analysons également telle que nous voyons un certain nombre d'événements. Donc il n'est pas question pour nous d'encourager le gouvernement ivoirien d'envoyer M. Blé Goudé à la Cour pénale internationale ou de ne pas l'envoyer. Ça, ce n'est pas notre rôle. Mais nous essayons d'analyser la situation qui peut être problématique quant à la réconciliation de la Côte d'Ivoire, tant recherchée par le parti de M. Alassane Draman Ouattara que par M. Poitier lui-même, qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Donc en réalité, c'est un problème ivoirien qui peut être géré uniquement par les Ivoiriens. Justement, c'est un problème ivoirien qui saurait être géré par les Ivoiriens eux-mêmes parce que nous parlons d'une seule et même Côte d'Ivoire, une seule, unique et indivisible Côte d'Ivoire, puisque nous ne voulons plus en parler des partitions, parce que nous avons déjà fait la remarque ici la semaine dernière qu'il y avait deux camps dans les journaux et quotidiens ivoiriens. Et on avait de sérieux problèmes. On a monsieur Essoso, toujours du côté de la Côte d'Ivoire, qui lui aussi veut intervenir. Bonjour. Ok. Allô, bonjour. D'accord, ok. Au fait, ce que je voulais dire... oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Voilà. Et au fait, ce que je voulais dire, c'est que, bon, d'abord, je voudrais saluer cette télévision, Afrique Média. Je voudrais dire que d'abord, étant africain, vraiment, on partage beaucoup de choses avec vous. Vous parlez un peu de l'Afrique, c'est beaucoup plus intéressant, vraiment à vous écouter. Et donc, d'abord, je tenais à vous vraiment féliciter, à vous encourager, pour que nous qui sommes vraiment des fils de l'Afrique, nous soyons toujours vraiment, je dirais, plus ou moins informés de tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, et puis ce qui se passe aussi en secret, que quelquefois vous essayez vraiment de nous, je dirais, dévoiler un peu cela. Voilà, je reviens pour dire que, pour parler un peu comme le monsieur Kwasi qui tout à l'heure était intervenu, je vous suis tout le temps, je dirais, mais vous avez cette habitude de tirer à boulet rouge sur l'Occident. Je parle un peu de la France et je dirais ses alliés. Voilà. Moi, je peux dire que depuis mon enfance, nous savons que tout ce qui se passe en Afrique a toujours été quelque part dans l'ombre tiré par, je dirais bien, le ficelle tiré par ceux-là. Mais avant de parler de l'autre, il serait beaucoup plus intéressant qu'on attaque d'abord, je dirais, des chefs d'État africains. Voilà, des chefs d'État africains, c'est-à-dire nous-mêmes d'abord, avant d'accuser l'autre, parce que moi, dans ma vie, je n'aime pas tout qu'on blâme les gens. Donc, avant de blâmer quelqu'un, il serait plus intéressant qu'on cherche d'abord à notre niveau qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'Afrique, avant d'accuser les autres, ok? Vous voyez un peu nos chefs d'État, nos hommes politiques, mais tout ce qu'ils font, je dis que c'est pas trop ça. Voilà, quand vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, on a vu aujourd'hui avec depuis, bon je ne vais pas parler de Foubaï, mais depuis Bédier jusqu'à aujourd'hui à Alassane Ouattara, mais beaucoup de choses se sont passées. Quand on prend par exemple Laurent Gbagbo, il a fait plus de 10 ans au pouvoir, mais beaucoup de choses, d'abord avant qu'il n'arrive au pouvoir, un monsieur qui dit non, il est démocrate, qu'est-ce qu'il a fait? Il a applaudi le coup d'État de 99. Aujourd'hui, nous vivons, je dirais, les conséquences du coup d'État de 99. Blé Goudé aujourd'hui qui est parti, il a salué également le coup d'État. Un démocrate ne peut pas saluer un coup d'État, même si c'est un chien qui est au pouvoir, même si c'est, excusez-moi du thème, même si la personne qui est au pouvoir c'est ton ennemi. Mais non, on est démocrate, c'est des valeurs qu'on défend. Et donc c'est ce qu'il faut faire. Il a participé
participer au premier gouvernement, un gouvernement de transition issu, pour ne pas dire de ce coup d'État-là. Voilà un peu, quand il est arrivé au pouvoir, il dit qu'il est venu pour les pauvres. Mais je vais vous rappeler, pour entrer à l'ENA, il faut sortir plus de 5 millions, 6 millions, je ne sais quoi. Mais ça, c'est pour les pauvres, ça. Quand le monsieur, il est venu aujourd'hui avec Brégoudé, mais qu'est-ce qu'il a fait un peu partout, mais bon, on ne peut pas se mettre là en train de citer. Et donc c'est ça d'abord qu'il faut pointer. Moi des fois quand vous parlez un peu de Blaise, du Burkina, ça me fait non plaisir, parce que ce sont des gens là qui sont là, ils ne sont pas là pour la paix, ils ne sont pas là pour le développement de l'Afrique. Ça, seulement quand vous parlez bien de tout, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des choses ici en Côte d'Ivoire, vous avez à vous, avec le pouvoir qui est là en place, non, en tout cas, il y a des trucs que vous dites, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je dis, premièrement, laissez les gens qui sont de l'autre côté là tranquilles d'abord. Et attaquez d'abord les Africains. Quand vous allez finir d'attaquer les Africains, après maintenant, une fois qu'au niveau de l'Afrique, on a pu gérer nos problèmes ici, on va maintenant aller contre cela. Il faudrait que ta maison soit propre avant d'accuser le voisin, avant d'accuser l'autre. Vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Vraiment, je vous encourage, mais je souhaiterais d'abord qu'on attaque un peu ce qui se passe en Afrique. On a vu aujourd'hui au Sénégal, c'est vrai que Macky Sall lui-même, il ne va pas me dire qu'il est propre, mais vous voyez un peu ce qui s'est passé avec le fils de Ouad. Quelqu'un ne peut pas ramasser tout l'argent comme ça d'un pays. Hein? Et ça se passe partout, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, partout. Mais vous voulez quoi? Et pourtant, qu'on a au Sénégal, les gars, ils avaient un petit problème, de quoi? D'eau, dans le temps. Et ça existe partout. Pourtant, il y a des gens qui dorment sur des milliards. Mais c'est de la méchanceté. Ça encore, ils vont me dire que c'est Sarkozy qui a appelé, c'est Hollande qui a appelé, c'est Obama qui a appelé. Merci beaucoup, monsieur Soso. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la Côte d'Ivoire. Merci également pour votre intervention et surtout pour votre conseil. Juste pour vous rappeler un petit détail, c'est que nous ici, nous analysons et nous décryptons l'information qui a été traitée par nos confrères de la presse écrite africaine. Notre vœu le plus cher en tout cas, c'est surtout que les Africains soient conscientisés et que eux-mêmes commencent déjà à prendre des décisions. Et nous avons compris une chose simple, il faudrait déjà commencer par taper sur les Africains. C'est ce que nous faisons tous les jours dans la grande tribune et surtout dans le kiosque africain. Notre vœu le plus cher, c'est en fait est simple, c'est que les Africains comprennent qu'ils ont leur destin eux-mêmes entre les mains. Alors Steve, oui. Vous voyez ces réactions, ça démontre quand même que la crise est profonde en Côte d'Ivoire. Exact. Et que si les Ivoiriens ne peuvent pas se regarder en face pour se pardonner, franchement dit, il n'y aura pas de réconciliation. On espère tout simplement que les Ivoiriens vont se pardonner et qu'il y aura une belle vérité réconciliation du côté de la Côte d'Ivoire et surtout sur tout le continent noir, sur tout le continent africain. C'est notre vœu le plus cher. Nous avons compris forcément l'opinion en tout cas de M. Soso qui nous disait qu'il faut fouetter sur les Africains. Il n'est pas d'accord en tout cas avec plusieurs choses sur le continent noir. Des gens par exemple qui détournent des milliards de francs CFA. Pour lui, c'est de la méchanceté. Nous sommes très d'accord avec lui, justement parce qu'on a tendance à oublier la jeunesse africaine parce que c'est toujours elle qui dépérit. Pendant ce temps, les plus riches et les vieilles coutumes, pour ne pas dire les vieux du cacique qui sont toujours au pouvoir, s'enrichissent et surtout avec leur famille. Nous étions là avec M. Kwasi, M. Essoso qui nous appelait depuis la Côte d'Ivoire. Nous parlions également tout à l'heure du quotidien Le Soleil, quotidien sénégalais qui parlait du lancement du projet pôle de développement de la Casamance. Le Soleil nous faisait savoir que le président Macky Sall appelle à la paix des braves de ce côté-là. Et vous nous parliez bien sûr de cette réconciliation, de la reconstruction et surtout du développement durable qui sont les mots d'ordre du président sénégalais qui était en visite de 112 heures du côté de la Casamance. À Niamey, nous sommes là au Niger, nous parlons de la politique à la scène nationale, report de l'interpellation du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel sur les négociations entre le gouvernement et le groupe français Areva. Et c'était au samedi 29 mars 2014. Les députés, selon Niamey, veulent en savoir plus sur l'évolution des négociations. C'est un problème qui tient à cœur toute la République du Niger. Voyez-vous, en ce moment, même la représentation parlementaire essaye également d'apporter son appui. On va y revenir. Monsieur Pierre, depuis le Cameroun, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Monsieur Pierre, depuis le Cameroun, j'espère qu'il est toujours au téléphone. Monsieur Pierre, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Oui, nous parlions tout de suite avec Niamey. Nous disions que la représentation locale
c'est-à-dire les députés du Niger, veulent également savoir plus sur l'allure que prennent désormais les négociations entre le groupe français Areva et le gouvernement. N'oubliez pas que c'est un vieux problème qui aurait déjà pu trouver ses conclusions depuis décembre 2013, mais fort du fait que les Français sont restés égaux à eux-mêmes, parce que voulant toujours avoir un bénéfice au surplus, refusent de s'aligner quant à la fiscalité que réclame le Niger d'après les textes de 2006. Alors ça pose donc un problème. La négociation qui avait déjà pratiquement été rompue depuis quelque temps a été relancée par la visite du PDG de cette instance au Niger qui est venu raviver la flamme et qui semble être aujourd'hui décidé à trouver une conclusion. Alors cette représentation qui demande donc aux ministres de leur donner des comptes par rapport à la suite des négociations a été projetée le 29 mars prochain. Monsieur Guédé Charles nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Monsieur Guédé Charles depuis la Côte d'Ivoire. Au téléphone, bonjour. Toujours quelques petits problèmes. On espère que M. Guédé Charles également qui nous appelle du côté de la Côte d'Ivoire est toujours au téléphone. On avait également M. Pierre tout à l'heure qui nous appelait tout droit du Cameroun depuis Yaoundé. Et puis il faut également préciser Rabou Pépin Benabena qu'au cours de cette semaine, précisément dans la parution de vendredi, le quotidien français de l'économie, Les Échos, a eu un entretien avec Luc Oursel, le président directeur général du groupe Arriva. Et d'après ses propos, il est en bonne voie pour trouver une décision et surtout une collaboration entre le Niger et Arriva. Monsieur Guédé Charles, le téléphone, bonjour. Il faut que nous rétablissons la vérité sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire concernant la déportation. Toujours, on me dit qu'il est parti, on espère tout simplement qu'on va l'avoir tout à l'heure. Oui, vous disiez, Rabou. Je vous ai toujours dit de prendre avec beaucoup de pincettes ce qui vient de la France. Parce que les Français ont cette habitude de manipuler l'information et de l'orienter selon leur guise. Donc, nous ne pouvons pas prendre pour valeur fiable ce qui vient de la République française, encore que lorsque deux Français s'asseyent, ce n'est pas pour sentir bon. Alors, je voulais vous rappeler que le Niger est resté égal à lui-même, parce que le Niger a décidé qu'il n'y aura même pas un seul centime qui sortira de cette fiscalité qui a été longtemps pardonnée à la France. Le Niger réclame environ 40% des revenus qui devraient leur être donnés de par cette fiscalité qui a été longtemps perdue. Alors, si Arriva veut s'y atteler, que Arriva s'accorde tout simplement à la fiscalité telle que cela doit être et le Niger va céder. On nous appelle un peu trop de côté de la Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant M. Kwame. Bonjour. Bonjour, M. Kwame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez l'antenne. Je voudrais intervenir très rapidement suite aux deux personnes qui sont intervenues avant moi. Oui. Il faut faire très attention à la situation ivoirienne. Quelqu'un a expliqué tout à l'heure, justifiant la déportation de Blé Goudé par le fait que Blé Goudé aurait fait tuer son enfant. Et comme ça, Blé Goudé aurait fait tuer son enfant. Alors, mais il oublie que la rébellion qui est venue en Côte d'Ivoire, il y a une rébellion que tout le monde sait. Ce n'est pas Blé Goudé qui l'a amené en Côte d'Ivoire. Il veut occulter que tous ceux qui ont été tués par la rébellion ne sont pas des hommes. C'est pourquoi notre ami qui est en costume a dit des choses pertinentes. Il s'agit de rechercher la réconciliation en Côte d'Ivoire. Si Amine Babo à la haie, qui lui périsse ou survive, Amine Blé Goudé à la haie, qui lui, parce que lui seul, il aurait mobilisé des gens, peut amener la réconciliation, peut permettre la paix durable, une paix durable en Côte d'Ivoire, mais nous applaudissons. Nous applaudissons. Quelqu'un disait tout à l'heure que le président Babo a applaudi un coup d'État et que Blé Goudé a applaudi un coup d'État. Qui était l'auteur du coup d'État? N'était-ce pas Alassane Ouattara? N'était-ce pas ceux qui étaient au pouvoir? Le coup d'État de 1999. Quels sont ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient les auteurs? Tous les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce sont eux qui ont orchestré ce coup d'État. Ils sont aujourd'hui aux affaires. Alors on affirme comme ça tout égo, oui, Babo avait applaudi et il n'apporte même pas, ne serait-ce qu'un commencement de preuve. C'est pour dire que la question ivoirienne, c'est comme une villa inachevée. La villa inachevée, que le propriétaire primitif l'achève ou qu'un intérêt vient l'achever, tout contre la maison sera achevée. C'est ce qu'on dit à Abidjan. Alors, s'il veut avoir la paix, avec où sont les partenaires de Babo, on les regarde, le monde entier doit regarder. Si c'est une petite situation, qu'on prenne
les partisans de Gbagbo, qu'on les amène à la haie, et que si la paix doit advenir, mais tout le monde entier doit regarder. Nous applaudissons, parce que cette manière de faire, prendre Blé, l'amener à la haie, et ce Guillaume qui a publié des livres, qui est rebelle. Mais la rébellion, qu'est-ce que ça fait? Par définition, la rébellion, c'est quoi? C'est des viols, c'est des tueries, c'est des pillages. Donc ceux-là, ils sont absous. Quand on recherche une réconciliation dans un pays, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et des personnes appellent et ils s'amusent. Un pays, c'est important, c'est c'est délicat, on ne raisonne pas comme ça. Bref, de lui, les partis, il n'y a pas de problème. Au suivant, tous les partisans du Gbagbo, qu'on les amène à la haie. Mais s'ils sont vraiment rassurés, s'ils sont convaincus qu'à ce rythme-là, il y aura une paix durable en Côte d'Ivoire, sans les partisans, expulser des partisans de Gbagbo, nous applaudissons, le monde va regarder. Nous croisons les bras et nous croisons les doigts et nous les regardons. Nous pensons qu'après Blé, on doit transférer tout le reste. Il y a Mme Gbagbo qui est là-bas. Il y a encore beaucoup de personnes. On nous disait que Gbagbo a eu 46% lors de ces dernières élections. Je crois qu'il y a encore de la place à la haie qu'on amène tout le monde. Mais qu'on sache que c'est une poudrière. Que quelqu'un, le premier qui a parlé, a dit il n'y aura rien. Il n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il y a eu un 11 septembre 2001 aux États-Unis, le pays le plus sécurisé au monde. On ne parle pas comme ça. Quand quelqu'un fait qu'il est fait des mains de Dieu, il ne parle pas comme ça. On ne dit pas que je suis indéboulonnable. On est tous des temporels. On ne parle pas comme ça lorsqu'on parle d'un pays. Lorsqu'on parle d'un pays où il y a tout le monde, et qu'on est multiple, on ne dit pas il n'y aura rien, exterminer tout cela. Qui a plus qui est en Côte d'Ivoire? Qui a amené la rébellion? Merci beaucoup, monsieur, comme vous nous appelez depuis de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre intervention. On a compris également ce que nous rapportait tout à l'heure le monsieur qui nous appelait depuis la Côte d'Ivoire. On comprend aisément ce qui se passe de ce côté-là. Notre vœu le plus cher, c'est qu'en fait, les Ivoiriens se réunissent, que les Ivoiriens retrouvent la paix, qu'il y ait la réconciliation. Le monsieur étant donné dit tout à l'heure que s'il faut vraiment qu'on envoie tous les pauvres Gbagbo à la haie, les prisons sont encore ouvertes, il y a encore pas mal de cellules. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'on a comme impression qu'il y a une justice partielle quand même. Oui. Les pro-Ouattara devraient également répondre tout au moins, de leurs actes. Même s'ils savaient que la justice va les libérer après, ils devraient aussi quand même répondre de certaines des actions parce que, voyez-vous, c'est des deux cas qui ont quand même commis de l'impardonnable en Côte d'Ivoire. En tout cas, terminons par cette information. On parle du docteur Charles Touaguira qui a été mis en examen jeudi à Paris pour génocide des crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les massacres commis en 1994 au Rwanda. Il a été placé en détention provisoire. Cette décision d'un juge de la liberté de détention, en abrégé le JLD, est conforme aux réquisitions, surtout du parquet de Paris. Donc on peut dire une chose simple, c'est que voilà encore un autre... Oui, un autre procès, une semaine seulement après la condamnation de M. Pascal Sibinkangwa, le fameux comique. Un autre procès, c'est déjà en train de s'ouvrir à Paris. Une histoire peut-être de redonner une nouvelle allure entre les relations entre Kigali, je crois, entre Kigali et Paris. Donc forcément, c'est la diplomatie qui est en marche. Raoul Pépin Benabena, je vous dis merci. Moi également, je vous dis merci. On se redonne rendez-vous probablement pour une autre édition samedi prochain de 20h30 à Universel. Mais avant, on va remuer les ménages lundi, lorsqu'il sera à 17h30, 30 minutes sur ces mêmes antennes. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Moi également, je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, ne vous abusez pas à prendre trop d'alcool. Oh, ben je ne bois pas l'alcool. Déjà, vous le savez. Madame, messieurs, les chats fouillent toujours dans les poubelles. Et les chats imprudents y tombent, tout le monde le sait. Nous ne sommes pas tombés dans les poubelles, pourtant nous avons fouillé quelques poubelles. Restez sur Afrique Média, l'information est en continu sur notre chaîne. Au plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle édition de Grande Tribune. Mais déjà, retrouvons-nous lundi, déjà à partir de 9h pour la revue de la presse internationale et à 17h30 pour dans le cadre de Kiosque Africain. Bon week-end à toutes et à tous et surtout bonne journée. Et à lundi, s'il plaît à Dieu. Au revoir.